شوفوا nous sommes affichés sur le live. Oui, c'est bon. Nous sommes affichés. Nous sommes affichés. Donc, on va attendre 5 minutes. On va attendre l'arrivée. Oui, c'est bon. Monsieur Adil, on est en live, nous sommes affichés, on commence. C'est à vous la parole. Donc on commence. Merci. Monsieur Adil, on est en live, nous sommes affichés, on commence. Donc bonsoir tout le monde. Merci. Monsieur Adil, on est en live, nous sommes affichés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chères étudiantes, chers étudiants, chers professeurs, chers spectateurs qui nous suivent dans cette soirée intellectuelle, dans ce 4e webinaire organisé par les professeurs de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Etzmüller dans le cadre de jeudi de réflexion. Aujourd'hui, le monde, face à une guerre pandémique farouche, ainsi une récession économique très néfaste, une crise économique qui a des retombées très négatives, très néfastes sur toute l'économie de la planète et sur tous les pays de la planète, que ce soit des pays des grandes puissances économiques mondiales, que ce soit les pays émergents et que ce soit les pays en voie de développement comme le nôtre. La crise de coronavirus, c'est une crise inédite. C'est une crise qui a des spécificités, qui est différente comparativement à toutes les crises qui précèdent dans l'histoire contemporaine, que ce soit une crise politique, économique, financière ou aussi épidémique et pandémique. Serafim, désactivez le micro s'il vous plaît. Alors, la crise de coronavirus, c'est une crise inédite. Monsieur le doyen, s'il vous plaît, activez le micro. Qui est différente comparativement à toutes les crises qui précèdent dans l'histoire contemporaine, que ce soit une crise politique, économique,
On entend. Monsieur le doyen, s'il vous plaît, activez le micro. C'est bon. Donc, on a dit que la crise de coronavirus a fait bouger beaucoup de polémiques, trop de clameurs chez les médias, que ce soit les médias nationaux ou internationaux. Elle a aussi provoqué de profondes réflexions des penseurs, des académistes, des chercheurs et des universitaires. De ce fait, les professeurs d'économie et de gestion de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ait Melloul n'ont pas épargné leurs efforts d'organiser des webinaires pour traiter et pour débattre des problématiques et des questions qui touchent profondément de cette crise de coronavirus. Et dans le cadre des jeudis de réflexion, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter un 4e webinaire qui s'intitule « Le Covid-19, les entreprises marocaines entre résilience et engagement ». Des universitaires, des profs universitaires chevronnés et des professionnels de talent prennent part à ce 4e webinaire pour débattre ainsi sur cette problématique. Donc, sans plus tarder, je vais présenter mes invités et puis je vais donner en premier lieu la parole à monsieur le doyen, nos chers doyens de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ait Melloul pour nous donner un mot d'ouverture. Donc, on va commencer par la première intervention qui sera assurée par monsieur le professeur Driss Mafaman, un professeur de l'université Mohamed V de Rabat qui s'intitule « Les mesures de relance en faveur de PME, PMI marocaines face aux défis du Covid-19 ». Suivi par la deuxième intervention qui sera présentée par monsieur le professeur Rachid Statouti. Donc le sujet, les entreprises marocaines à l'épreuve du Covid-19, aspect comptable, fiscal et juridique. Et puis, la troisième intervention sera assurée par monsieur le professeur Fawzi Bousdra, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida, qui va traiter la problématique de financement des entreprises par le système monétaire marocain et les mesures prudentielles, bien évidemment, menées par les banques marocaines dans le cadre de la politique monétaire établie par l'autorité monétaire ou par la Banque centrale. Et la dernière intervention, et non le dernier, sera présenté par nos chers amis Ahmed Charadi. Il va nous rejoindre, vu ses responsabilités administratives, il va nous rejoindre plus tard, Inch'Allah. Donc, monsieur Charadi, c'est un délégué du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et du numérique de la région de Souss-Massa. Il va traiter un aperçu général sur les retombées de la crise sur le tissu productif marocaine et les mesures prises pour diminuer l'impact du Covid-19, particulièrement sur les PME marocaines et quelques enseignements à retenir. Merci pour votre attention et à vous la parole, monsieur le doyen, pour donner un mot d'ouverture. Merci. Merci, c'est Jouali. J'espère que vous m'entendez, n'est-ce pas? C'est bon? Très bien. Bonjour, chers collègues. Bonjour à ceux et à celles qui nous suivent à partir de la page Facebook de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ait Melloul. Et à vous tous, je souhaite une autre fois bon confinement et j'espère que vous vous portez bien en ces moments difficiles de l'histoire de l'humanité. En fait, en ces temps difficiles et incertains, nombreuses sont les entreprises qui ont perdu une grande partie de leurs revenus à cause de la pandémie. Les chiffres publiés récemment par le Haut Commissariat au Plan sont alarmants. Presque tous les secteurs de l'économie sont touchés. Presque toutes les entreprises ont fermé leurs portes, à part, bien entendu, les banques, les télécommunications, commerce, alimentation, les mines et phosphates, l'agroalimentaire et l'agriculture, etc. Pire encore, il y a des entreprises qui ont déposé leur bilan, qui ont déclaré leur faillite ou pensent à le faire dans les mois à venir. Et même les entreprises qui continuent à exercer leurs activités
ne le font pas à plein emploi. Et donc, licenciement des employés, baisse des revenus, réduction de la consommation, diminution de la demande, stagnation de l'investissement, voire désinvestissement. Et ce, dans le cadre d'un cycle vicieux qui impacte négativement toute l'économie nationale, malheureusement. Dans ces conditions, et pour éviter le pire, et tenter d'atténuer au maximum les conséquences fâcheuses et les effets néfastes du Covid-19, nos entreprises sont appelées à renforcer leur résilience et à respecter leurs engagements envers leurs partenaires. Également, notre gouvernement, de son côté, est appelé à porter secours d'urgence à nos entreprises en difficulté pour les aider à renforcer leur résilience et à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires, vis-à-vis de leurs tiers. Employés, fournisseurs, banques, CNSS, Direction générale des impôts, Direction générale de douane, clients, etc. C'est justement cette problématique qui constitue, je dirais, le socle du présent webinaire intitulé Covid-19, entreprise marocaine entre résilience et engagement. Et pour ne pas être lent, je ne vais pas entrer dans les détails, mais avant de passer la parole à monsieur le modérateur, je tiens d'abord à présenter mes vifs remerciements à messieurs les intervenants pour la qualité, bien sûr, de leurs interventions, ça c'est sûr, et pour avoir accepté d'encadrer et d'animer ce webinaire dont le sujet est bien entendu d'actualité et préoccupe l'humanité entière. Mes vifs remerciements sont également adressés à l'équipe, aussi bien l'équipe administrative que l'équipe pédagogique de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ait Melloul, et à sa tête, bien entendu, c'est Adil Jouali et c'est Rachid Tetouti, surtout pour la qualité du choix de ce webinaire. À vous la parole. Je vous remercie, monsieur le professeur, monsieur le doyen de la faculté. Bien évidemment, vous avez dressé un bilan riche en informations. Vous avez fait un résumé de ce qui se passe dans la conjoncture économique internationale, bien évidemment, et nationale. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à mon invité, monsieur le professeur Driss Mafaman, pour traiter la question des mesures de relance en faveur des PME, PMI, face aux défis de post-Covid-19. À vous la parole, monsieur Mafaman. Oui. Merci, monsieur Adil. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier les organisateurs de ce webinaire. Mes vifs remerciements aussi à monsieur le doyen de la faculté sciences économiques juridiquesAit Melloul. Alors, en particulier aussi, donc, mon cher ami et collègue Adil, et Rachid, et donc Tetouti, pour leur invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à cette vidéoconférence. Je tiens aussi à vous féliciter pour le choix de cette thématique, comme elle a été citée par monsieur le doyen, une thématique d'actualité qui parle d'une part de l'impact de la crise Covid-19 et en particulier sur les PME, qu'on sait donc bien qu'ils représentent plus que 90% de notre tissu industriel. Alors, on sait bien aussi que les PME exercent des externalités positives, que ce soit sur la richesse de notre économie, et ils contribuent aussi à la baisse ou bien à la réduction du taux de chômage, notamment chez les jeunes, l'encouragement des idées innovatrices qui peuvent contribuer à un décollage économique. Cependant,
les PME souffrent aussi d'un certain nombre de contraintes, donc notamment les PME marocaines. Alors, permettez-moi donc, mes chers collègues, de partager avec vous ces informations, ces contraintes d'ailleurs, qui étaient même avant le Covid-19. Je cite par exemple, en 2015, selon la déclaration de la CGM, 5180 entreprises en faillite. Selon le HCP, donc 142 000 entreprises, soit 30% du total de cette population en mort clinique. Alors, mon intervention, comme elle a été donc dit par mon cher collègue Adil, s'intitule donc les mesures de relance en faveur des PME face aux défis du post-confinement. Alors, cette intervention, tout d'abord, s'inscrit dans un cadre où il y a une approche macroéconomique, donc principalement, une approche microéconomique accessoirement. Alors, cette intervention va s'articuler autour de 3 volets. Le premier volet concerne le passage, donc un bref passage donc d'une crise sanitaire à une crise économique, qui sont les principales caractéristiques. En deuxième volet, sera consacré aux mesures de relance qui ont été déjà faites sur le plan budgétaire et monétaire et sur aussi la politique commerciale marocaine. Et troisième volet, on va chercher donc de voir quels sont les scénarios à prévoir pour notre économie, principalement après le confinement et donc la reprise de l'activité économique, et quel rôle doit jouer l'État pour aider ces entreprises qui souffrent déjà, même comme j'ai dit tout à l'heure, avant même la crise. Alors, comme vous le savez tous, donc c'est une crise principalement sanitaire qui s'est transformée en crise économique. Et c'est là où réside sa complexité. Donc, c'est une crise, comme on a été dit auparavant, inédite, singulière, différente par rapport aux autres crises. Par exemple, si je prends la crise de 2008 du subprime, qui était d'abord une crise financière, alors qu'aujourd'hui, c'est l'arrêt de l'appareil productif qui produit la crise. Alors, cela a donné naissance à un choc à 2 niveaux. Donc, 2 composantes qui vont être touchées, donc principales de notre économie, à savoir l'offre et la demande. L'offre, à cause de l'arrêt de l'activité, une immobilité des facteurs de production, ou bien la mise en quarantaine, suite au confinement, puisque les chaînes de valeur sont suspendues et fortement ralenti du fait de recul de la demande, la faillite de certaines entreprises, comme j'ai dit, on a été aussi dit donc selon les statistiques ou les chiffres, donc on ne va pas entrer dans les détails parce qu'ils changent le jour. Déjà le mois d'avril, l'ACP a déclaré que 57% des entreprises auront déclaré un arrêt total ou partiel ou bien temporaire, avec une réduction de 20% de la main-d'œuvre. Du côté donc de la demande, aussi, les 2 composantes ont été touchées, que ce soit la demande extérieure, c'est très important, puisqu'on est une économie connectée par rapport au reste du monde. Notamment, vous savez que nos échanges commerciaux sont concentrés plus sur l'Union européenne, donc plus que 50% de nos exportations sont destinées au marché donc européen, et avec bien sûr ce confinement et donc la fermeture des frontières, donc ce qui a impacté notre aussi donc déficit commercial d'une part, et d'autre part donc cela s'est traduit par une baisse donc des réserves de change, notamment qui sont par exemple transférées par les MRE, ce qui a entraîné aussi donc aggravé le déficit de la balance des transactions courantes. Alors face à cette situation, alors l'État, par le biais, donc le lendemain de la crise, donc par le biais donc du comité de veille économique, a cherché donc de mettre en place donc un plan de sauvetage ou bien un plan de relance, notamment destiné aux PME. Et je profite de cette situation pour saluer les efforts de l'État, puisqu'il était vraiment très efficace. D'ailleurs, mais c'est un témoignage même au niveau international. Alors, rapidement, certaines mesures donc qui ont été prises lors donc de cette crise, la création, comme vous le savez, d'un fonds spécial Covid, les subventions données aux PME et PMI, des aides directes donc aux employés des différents secteurs qui étaient touchés, que ce soit formels ou bien informels, qui ont perdu leurs emplois. Le report de certaines échéances fiscales et donc bancaires, le rééchelonnement de certaines dettes, donc je peux noter comme chiffre, il y a donc 14 000 des TPE qui ont bénéficié donc de ce rééchelonnement, lancement d'une mesure phare, à savoir d'Aman Oxygène,
qui peut être détaillé après par mes collègues, pour venir en aide aux entreprises qui sont en difficulté. Alors, toutes ces mesures, bien sûr, étaient, vous voyez bien, qui étaient donc destinées à cette catégorie d'entreprises qui est bien les PME, comme j'ai signalé déjà, qui constituent une part très importante dans notre industrie. Sur un autre registre, on peut aussi parler de la Banque centrale dans le cadre de sa politique monétaire et qui a également agi en pair avec les autorités budgétaires afin d'apporter un soutien aux PME durant cette période de crise. Alors, c'est dans cette optique que la Banque centrale a décidé de baisser son taux directeur de 25 points de base, soit 2%. Alors, l'objectif, c'est d'augmenter le niveau de liquidité des banques et d'en répercuter donc la baisse sur les taux débiteurs appliqués principalement aux PME et aux ménages. Alors, en agissant ainsi, la Banque centrale apporte un bol d'air aux entreprises en diminuant le coût de financement de la trésorerie, particulièrement pour les TPE, et par ailleurs en misant sur une hausse de la demande de crédit. Il cherche aussi à éviter le spectre de la déflation, qui aura des effets plus dangereux par rapport, par rapport à une situation inflationniste. D'autres mesures qui ont été aussi prévues, donc telles que les opérations d'open market, donc swaps de change, je ne vais pas entrer dans ce détail. Maintenant, le troisième volet qui est donc important pour nous, donc c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont les recommandations, surtout après le confinement ou pendant la période de la reprise des activités. Alors, la première idée qu'on peut retenir, c'est que ces entreprises doivent s'adapter à cette situation. C'est une nouvelle situation, c'est un nouveau mode de vie. Donc, les entreprises devront s'adapter. Comment? Tout d'abord, par l'instauration de certaines mesures de sécurité. Donc, on doit mettre en place des mesures de sécurité, notamment pour le salarié. Donc, tout ce qui est bavette, tout ce qui est, par exemple, des produits d'hygiène, etc., donc qui doit être respecté le jour, pour ne pas arrêter la machine économique. Parce que les pertes donc déjà été déclarées pendant le confinement. Donc, le Maroc perd à peu près 1 milliard de dirhams donc chaque jour. L'outil de la digitalisation, c'est très important. La digitalisation actuellement, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour survivre. D'ailleurs, on peut même donner l'exemple pour nous. En tant qu'enseignants, on a développé beaucoup de ces outils, ces plateformes pour garder contact avec nos étudiants. C'est très important. Donc, de même pour les entreprises. Ils doivent développer par exemple, donc, outils de digitalisation, aussi, le télétravail, la formation de son sens. Et comme on a prévu la création aussi d'un fonds spécial au Covid, je peux aussi, par exemple, dire qu'il faut penser à la création d'un fonds spécial pour les PME. Pourquoi pas? Parce que, comme j'ai dit, ce sont des entreprises, des unités qui peuvent contribuer le décollage économique. Et ce plan de relance, il doit être continué même la période de reprise de l'activité. Parce que faire un plan de relance au moment de la crise n'aura pas assez d'effet qu'en période de reprise. Ça, c'est très important. Et donc, l'État doit continuer, par exemple, à soutenir donc ces entreprises. Une autre aussi, il faut une réorganisation en interne, comme j'ai dit, améliorer le process, encourager la recherche, c'est très important. Notamment, vous voyez, dernièrement, il y a des projets qui ont été, par exemple, par la CNST, donc pour les enseignants, où ces projets pourront servir aux entreprises. Il y a dedans des idées innovatrices. Et à travers ces idées innovatrices, qu'on pourrait aider ces entreprises dans leur conception, dans leur, par exemple, démarche de travail. Pour bien sûr faire face à un environnement qui est turbulent et donc instable. Quel rôle aussi peut jouer donc l'État? Donc, je pense que certains parlent d'un retour d'un État un État interventionniste, un État providence. Donc, à mon sens, l'État, donc, comme un acteur, doit être un acteur majeur pour protéger, donc anticiper et orienter surtout les investissements vers des secteurs productifs et non spéculatifs. C'est très important. Encourager la demande locale.
Donc, durant cette période, je pense que même en tant que citoyen marocain, voyez déjà des entreprises qui ont pris l'initiative de fabriquer donc des bavettes, des appareils respiratoires. Il faut oser, il faut donner les jeunes promoteurs cette occasion, cette opportunité. Donc, je pense que la crise donc de Covid-19 peut se transformer pour le Maroc en une opportunité pour réaliser son décollage. Donc, il y a des potentialités, voilà, donc pour le faire. Surtout donc, comme j'ai dit, pourquoi développer donc la production locale? Il y a un risque que certains pays qui peuvent réagir après l'ouverture des frontières en appliquant certaines mesures protectionnistes. Donc, on doit se préparer pour encourager notre production donc locale. En termes de politique budgétaire et monétaire, donc je pense que la politique monétaire, certes, la Banque centrale et la BCE sont taux directeur, mais donc je pense qu'il faut qu'il y ait un dosage entre les deux types de politique économique conjoncturelle, à savoir la politique budgétaire pour relancer l'économie et en même temps un dosage par la politique monétaire. On ne peut pas se contenter sur seulement la politique monétaire, ou bien donc il faut qu'il y ait un dosage pour En termes de politique commerciale, je crois que le moment est venu et déjà le Maroc il a fait avant. Le Maroc, comme vous le savez, il a signé beaucoup d'accords de libre-échange, mais ces accords, à vrai dire, donc n'ont pas produit des effets positifs. Au contraire, on attendait qu'ils vont contribuer à réduire notre déficit, mais on a pu constater, au contraire, ils ont aggravé le déficit commercial. Pourquoi? Parce que ces accords, au lieu de doper donc les exportations, ont dopé plus les importations. Déjà, le Maroc, il est en train de réviser ces accords, notamment, par exemple, l'accord avec l'Union européenne. Ce sont des accords aussi qui ont été signés avec des pays conquérants et non pas des pays complémentaires. Le Maroc doit s'orienter vers des marchés qui sont vierges. Donc, je parle par exemple de l'Afrique, certains pays par exemple de l'Asie, pourquoi pas, et ne pas se concentrer des partenaires traditionnels. Donc, c'est une occasion, pour changer de partenaire et changer de politique commerciale, ce qui pourrait, bien sûr, surtout notamment pour les PME exportatrices, ils pourront, par exemple, aussi donc diversifier pour avoir un commerce équitable et non un commerce qui n'est pas équitable où seuls les pays développés profitent. Voilà donc ma présentation touche vers sa fin. Donc j'espère que je n'ai pas pris assez de temps, Monsieur le Président. Merci. Oui, merci Monsieur le Professeur, merci Monsieur le Professeur Mafaman. Donc pour cette intervention fructueuse. Donc, c'était riche en informations, c'était bien évidemment, vous avez dressé un bilan sur la conjoncture actuelle et les retombées néfastes sur l'économie nationale du Covid-19. Et donc, vous avez traité 3 volets dans votre intervention, le passage d'une crise sanitaire à une crise économique, la relance économique au niveau de la politique budgétaire et une politique monétaire adéquate avec la conjoncture et les mesures de relance qui doivent être menées par l'État et des efforts qui ont été mis en œuvre par l'État dans les mesures prises par le gouvernement marocain. Donc, en ce qui concerne la politique budgétaire, j'ai une petite remarque en ce qui concerne sur ce plan-là. Donc, depuis l'avènement de la crise pandémique depuis le mois d'avril, donc le déficit de trésor s'aggrave de 10 milliards de dirhams à fin d'avril. Et donc, en excluant les ressources de fonds spécial de Covid-19, le déficit s'élèverait à près de 30 milliards de dirhams. En ce qui concerne les secteurs les plus touchés par la crise de coronavirus, j'ai entre les mains quelques chiffres pour vous dresser un petit peu la situation. Donc, 57% de tissus économiques ont arrêté d'activité. Donc, les secteurs les plus touchés sont bien évidemment le secteur touristique, l'hébergement et la restauration, avec un taux de 89% de l'entreprise en arrêt, les industries textiles et de cuir et les industries métalliques et mécaniques avec 76% et 73% respectivement, ainsi que le secteur de la construction avec près de 60% des entreprises en arrêt. C'est selon un rapport élaboré par le Haut
commissariat au plan. Ce sont des chiffres qui ont déjà publiés dans un rapport de l'ACP. En ce qui concerne la politique monétaire, vous avez dressé vous avez souligné que la diminution de taux directeur par la Banque centrale, par l'autorité monétaire, afin d'injecter plus de liquidités dans le marché monétaire pour pouvoir financer les entreprises marocaines pour relancer leurs activités après Covid-19. Merci, M. Mafaman, pour cette intervention. Et donc, je cède la parole maintenant à M. le professeur Rachid Tsatsouti. Donc, bonsoir. Merci, chers étudiants. Bienvenue, chers étudiants. Bienvenue, chers intervenants, chers professeurs. Je tiens vivement à remercier Monsieur le doyen, professeur Jouali Adil, pour le choix de cette thématique. C'est une thématique primordiale et qui mérite un débat chaud et qui revêt une importance cruciale. Donc, c'est vrai que dans ce contexte actuel, l'entreprise marocaine, ça constitue un réel tournant pour les personnes morales parce que ça va affecter la solvabilité, l'indépendance financière et l'autonomie financière. C'est vrai que cette épidémie Covid-19 qui continue de se répandre dans le monde, et c'est vrai que c'est un événement d'une gravité exceptionnelle et ayant des conséquences néfastes sur le plan économique et financier. Bien sûr, ça va affecter la solvabilité et en général la vie sociale des personnes morales, mais tenant compte des mesures de soutien déjà prises en faveur des entreprises, surtout en difficulté, donc celles-ci devraient être accompagnées arrache-pied pour sauvegarder les emplois, la trésorerie, la solvabilité et par la mise en place d'un cadre approprié permettant d'adapter les modalités de traitement comptable, fiscal et aussi juridique, surtout de certaines opérations au contexte actuel qui revêt un caractère exceptionnel et inédit. Donc, parmi ces mesures-là, instaurées par le gouvernement et qui sont prouvées et déjà proposées par le Conseil national des experts comptables, donc il y a d'abord, je peux citer, report des échéances fiscales des contribuables prévus pour fin mars et fin avril 2020. Il y a aussi l'activation de la liquidation des demandes de remboursement des crédits de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a aussi le report des délais d'arrêté des comptes par les organes de gestion et de présentation des rapports de commissaires aux comptes. Il y a aussi le report de tout contrôle fiscal, social et douanier et surtout les éventuels ATDI afférentes. Aussi, il y a la mesure de report des dates butoirs d'amnistie fixées par la loi de finances 2020 et la possibilité d'étalement du paiement sur des périodes plus longues. Il y a aussi, ce qui est important, c'est qu'il y avait la qualification de cet événement en temps de ce Covid-19 comme un cas de force majeure. Donc, il fallait prendre en considération tout le dispositif concernant la gestion des marchés publics. Et il y a aussi, je peux citer, la mise en place d'un dispositif spécifique, surtout destiné aux entreprises, notamment les TPE et les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs physiques et des fois l'auto-entrepreneur. Donc, en conclusion, je crois que dans cette situation actuelle, délicate et néfaste, telle que nous vivons actuellement, les entreprises marocaines ont vitalement besoin de bénéficier de toutes ces mesures comptables, fiscales, juridiques et sociales aussi, mises en place par les autorités de tutelle. Mais force est de constater que certaines banques de la place du secteur et ne jouent pas le jeu comme cela a été espéré. Je crois que la vie, ce qu'il faut
constater de cela que la vie d'un certain nombre d'entreprises marocaines va se jouer sur cette interrogation, cette question du comportement des banques à leur égard. Et bien sûr, en tant qu'acteur dans le contexte, on est inquiet sur cette question car notre avenir sera sûrement entre les mains des bailleurs de fonds nationaux et aussi ainsi que internationaux. Une grande partie de notre avenir, surtout sur le plan économique, va de prendre de ce que vont décider ces bailleurs de fonds internationaux. Donc, une question primordiale et centre d'intérêt, c'est que est-ce que ces bailleurs de fonds internationaux vont-ils comprendre que vraiment nous sommes tous dans le même bateau et qu'il faut non seulement annuler les dettes et une partie importante des dettes des pays en voie de développement, mais aussi il faut soutenir leur économie à travers des dons, à travers des dépôts, des fois non remboursables, ou bien, une autre question, ou bien vont-ils rester dans le contexte de l'égoïsme, et ça sera bien sûr une grande partie de ce pourra être le plan de relance de nos entreprises marocaines. J'espère que j'ai respecté le timing, Monsieur Adil Jouali, et merci à vous. Oui, bien sûr, Monsieur Tatouti, vous avez bien respecté le timing. Vous avez aussi établi une bonne intervention dans le cadre comptable, fiscal et juridique qui concerne les entreprises marocaines, particulièrement les PME et les PMI marocaines. Et donc, vous avez cité 4-5 points que vous avez enrichi votre intervention. Donc, le premier point, vous avez parler sur la qualification de Covid-19 comme un cas de force majeure. Deuxièmement, un report des échéances fiscales des contribuables pour fin avril et fin mars. Troisième point, le report de tout contrôle fiscal et social ou douanier. Quatrième point, mise en place d'un dispositif d'aide destiné particulièrement aux PME et aux TPE et aux auto-entrepreneurs. Et le cinquième point, le report des délais d'arrêt des comptes des organes de gestion et de présentation des rapports de commissaires aux comptes. Bravo, Monsieur Rachid Tatouti, je vous félicite pour cette intervention. Et donc, en ce qui concerne la partie qui concerne le système bancaire, donc l'implication du système bancaire dans le financement des entreprises pour la relance économique après Covid-19 et aussi les mesures prudentielles qui doivent être menées par le système bancaire dans le cadre d'une politique monétaire adéquate établie par, bien évidemment, les autorités monétaires. Je cède la parole à monsieur le professeur Fawzi Bousdra pour nous expliquer cette partie de cette thématique. À vous la parole, monsieur Fawzi. Merci beaucoup. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à féliciter monsieur le doyen sincèrement pour ce dynamisme que connaît cette faculté et pour son rayonnement. Hein. Il faut dire que ces activités ont dépassé les frontières de l'université Ibn Zohr et son rayonnement, il dépasse, j'allais dire, cette frontière et les échos, et ils nous viennent à l'université Cheikh Anta Diop, à Rabat, à Tanger. Et ceci dit, c'est parce qu'il y a une équipe qui est opaque, qui est solide. Et en tant que vice-doyen, je connais un petit peu le rôle d'un doyen. Et si vous avez rayonné, si vous avez réussi, c'est grâce, et je ne lance pas des fleurs, grâce aux efforts déployés par monsieur le doyen, mais aussi par une équipe dynamique et opaque, comme je viens de dire. Je remercie mon ami, le professeur Adil Jouali, de m'avoir invité à ce webinaire, j'allais dire, qui est parsemé, il y a un beau plateau, il y a des éminents professeurs, le professeur Rachid Tatouti, le professeur Driss Mafaman, et certainement d'autres, et vous-même, monsieur Jouali. Donc, merci de m'avoir invité à ce webinaire très intéressant. Et ce que j'ai apprécié le plus, c'est qu'il y a des spécialités qui convergent, j'allais dire, vers le même objectif.
à savoir l'entreprise. Donc, déjà, on va essayer de voir le rôle de l'État à travers des politiques, ça a été dit par professeur Deisma Famen, le fonctionnement et également les aides de l'État. Et de mon côté, je vais voir un autre acteur qui est la banque. Mais avant de parler de la banque et rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une analyse en entonnoir. C'est-à-dire, il y a beaucoup, il y a d'amalgames, il y a beaucoup j'allais dire, de fausses informations, des informations erronées qui circulent. C'est que le FMI a octroyé un crédit de 3 milliards, tout le monde en parle, mais en fait, j'aimerais peut-être éclaircir ce point-là pour bien baliser le terrain afin de comprendre un petit peu le rôle de la banque. Parce que le rôle de la banque aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est une succession d'événements. Et j'aimerais, si vous permettez, préparer et commencer mon analyse en démystifiant et en essayant de rendre à César ce qui appartient à César. Alors, déjà, le FMI donc, a mis en place en 2012 ce qu'on appelle une ligne de précaution et de liquidité en 2011 déjà. Donc, en 2012, le Maroc a bénéficié, donc le FMI a octroyé, déjà il octroie en DTS, en droits de tirage spéciaux, l'équivalent de 6,2 milliards de dollars, donc 6,2. Et en 2014, c'est renouvelable chaque 2 ans, en 2014, c'est 5, donc ça a baissé de 6,2 à 5. Et en 2016, à 3,5 milliards. Et en 2018, à 2,97, c'est ce qu'on appelle 3 milliards. Donc, 3 milliards ont été déjà octroyés en 2018. Donc, c'est une ligne de crédit. Comme vous le savez, il y a 2 types de crédits, crédit par décaissement et crédit par signature. Donc, il s'agit ici de crédit par signature que le Maroc peut utiliser en cas de difficulté, etc. Donc, ça, c'est au niveau de FMI. Au niveau de l'Europe, nous avons, ça a été dit par le professeur Mafama, nous avons, et vous-même, M. Jouali, nous entretenons une très bonne relation économique, monétaire, financière et commerciale avec l'Union européenne. Et donc, la BEI, la Banque européenne des investissements, nous a accordé aussi un crédit en 2019 équivalent, enfin, il est dédié au secteur privé, équivalent de 80 millions d'euros. Et puis, en 2020, quelque chose comme 440 millions d'euros. Donc, déjà, le Maroc a pu bénéficier de cette manne. Pourquoi on nous octroie ces crédits? Tout simplement parce que le Maroc véhicule une bonne image, il y a une stabilité politique, économique, etc. Au niveau africain, il y a la BAD, la Banque africaine de développement, qui nous a accordé, qui a accordé aux institutions financières quelque chose comme 100 millions d'euros en 2019 et actuellement en 2020, c'était en février, je crois, 204 millions d'euros. Donc déjà, la Banque centrale, il y a une certaine liquidité et ça existe depuis très longtemps. Alors, d'un autre côté, il faut dire que le Maroc a mis en place un système, et depuis février, bien avant la crise, un projet que tout le monde connaît qui s'appelle le projet Intelaka, qui est relatif donc au refinancement des crédits accordés par les banques dans le cadre du programme de soutien au financement de très petites et moyennes entreprises. Donc, il a été présenté sous forme de, j'allais dire, de 3 produits, Daman et Intelak. Donc, c'est un produit de garantie ciblant les auto-entrepreneurs et les porteurs de projets de TPE. Nos étudiants également sont concernés par ce projet. Et puis, il y a aussi Daman Intelak, le Moustatmir al-Qarawi, donc ça concerne le monde rural. Et puis, il y a eu des start-up, TPE, start-up des très petites entreprises. C'est pour financer donc les TPE avec une franchise de 5 ans quand même. Donc, si on voit un petit peu, j'allais dire, la théorie, on voit un petit peu la réglementation, on voit un petit peu les mesures prises. Il faut dire que le Maroc, il est en avance par rapport à pas mal de pays à économie similaire. Et là, je parle de pays voisins, je parle des pays comme l'Égypte, etc., qui est un pays qui a une connaissance, une philosophie, une culture financière très développée. Donc, les banques participant à ce programme, comme je viens de l'expliquer, peuvent bénéficier, parce qu'il faut couvrir aussi les banques, bénéficier mensuellement d'un refinancement
auprès de Maghreb pour un montant maximum, un montant maximum ou égal au volume de crédit décaissé. Donc là, ils sont couverts. Pourquoi? Parce que quand la Banque centrale octroie ou refinance les banques, ça signifie quoi? Ça signifie que les banques vont avoir un crédit avec un taux très bas, de 3%, de 2, quelque chose pour cent, maximum 4%, avec une durée très importante également de remboursement. Et de l'autre côté, de leur côté, peuvent octroyer aux entreprises avec des taux très bas également. Et là, on peut booster un petit peu l'économie à travers ces mesures-là. Donc, Banque Maghreb a décidé d'introduire également de nouvelles mesures de politique monétaire et prudentielle. Ça a été souligné par mon ami professeur Driss Mafaman. Donc, d'abord, la possibilité de recours par les banques à l'ensemble des instruments de refinancement disponibles en dirham ou en devise. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'extension à un large éventail de titres est fait accepter par Banque Maghreb et l'allongement de la durée de refinancement. Donc, là, les banques n'ont pas le choix et n'ont pas d'excuses, j'allais dire, pour financer à leur tour. Mais en tant qu'enseignant-chercheur, on doit être objectif. Là, on est en train de parler du côté de Banque Maghreb et des entreprises. Mais est-ce que les entreprises sont réellement satisfaites? Est-ce que les chefs d'entreprise, au niveau de la théorie, au niveau des mesures, on peut dire que c'est irréprochable, c'est parfait, mais en termes de réalité, il y a quand même beaucoup de mécontentement de la part des chefs d'entreprise. Mais je pense qu'il est un peu tôt pour conclure et pour prendre une décision et conclure pour la simple raison, c'est qu'on doit attendre l'après-confinement pour apprécier, j'allais dire, ces mesures à leur valeur et décider si vraiment il y en a beaucoup de mesures. Je n'ai pas envie de présenter toutes les mesures, mais à titre d'exemple, le taux d'intérêt, par exemple, est de 4%, ce qui est vraiment attractif, très intéressant. La période de remboursement peut être étalée jusqu'à cette année. C'est énorme, ça n'a jamais été fait auparavant. Alors, de nouveaux produits également qui concernent le comité de veille économique, à savoir relance TPE, qui garantit, c'est une garantie de l'État à hauteur de 95%, avec adressé aux TPE dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams. Et puis, il y a aussi Daman Relance, garantie de l'État variant de 80. Donc, il y a toujours cette présence de l'État. Ça a été dit par M. Mafaman quand il a parlé de l'État-providence, l'État-gendarme. Et là, je partage son opinion. Donc, encore une fois, il y a eu de nouveaux mécanismes qui ont été mis en place, à savoir l'établissement public qui concerne l'établissement public et l'entreprise publique, à travers donc présentation d'une liste détaillée des entreprises créancières, et puis l'État accorde sa garantie pour la levée par l'entité publique concernée d'un emprunt dédié exclusivement au paiement des dettes d'entreprise, parce que vous savez, beaucoup d'entreprises ont du mal à honorer leurs engagements. Il y a beaucoup de paiements qui sont en arrêt, et là, l'État a autorisé aux banques d'octroyer des crédits réservés sous présentation d'un justificatif de chèque, d'effet de commerce, etc. Donc, il faut dire que le comité de veille économique a insisté sur un point très important, c'est qu'il faut consommer marocain. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que les banques ont accordé des crédits sur cette base-là, sur les entreprises qui, au lieu d'octroyer des crédits pour encourager des importations, là, peut-être on revient à ce qui a été dit par M. Mafaman. Est-ce qu'on est dans une période d'État-providence ou d'État-gendarme? Donc, c'est une réalité, il faut le dire. Alors, pour ne pas trop tarder, au niveau de futur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reprise va être un peu difficile. Ça a été souligné par tous les intervenants. Après l'Eid, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a toujours un état d'urgence sanitaire et cela ne signifie pas qu'il y aura un arrêt de l'activité économique. Donc, on va attendre ce
on va attendre le futur pour voir un petit peu l'impact de toutes ces mesures-là. Juste une dernière information très importante, c'est que le comité de veille économique présente les aides financières provisoires qui sont accordées aux ménages, au secteur informel également. Donc, on n'a pas oublié ce secteur-là. D'un côté, il est informel, donc si vous voulez, l'État n'est pas obligé d'aider ou d'encourager, j'allais dire, ce secteur-là. Et pourtant, l'État a pris ses responsabilités et a mis en place, donc, j'allais dire, d'un man oxygène, comme ça a été souligné par Mafaman, de quelque chose comme 7 milliards de dirhams. C'est très, très important. Donc, voilà. Pour pouvoir donc apprécier davantage mon avis, il faut attendre la fin du confinement et faire une étude sérieuse. C'est pour cela que je vous demande si c'est Adil de poursuivre, j'allais dire, ce débat-là et en le concrétisant avec une étude concrète sur le terrain pour pouvoir mieux apprécier ces mesures. Merci à vous la parole. Merci, cher professeur, pour cette imminente intervention. C'était très intéressant, c'était très riche. Donc, bien évidemment, les grands défis des banques marocaines de la relance de l'économie, donc les banques nationales devront faire face à 2 défis majeurs. Premièrement, gérer les contre-performances qui seraient engendrées par la pandémie, tant au niveau de leur réalisation commerciale qu'au niveau du risque de détérioration de la qualité de leurs actifs. Et deuxièmement, assurer les financements nécessaires aux entreprises, en particulier, notamment celles qui ont été impactées ou qui ont été touchées par la pandémie, afin de leur permettre de reprendre leurs activités. Bien évidemment, les mesures prudentielles menées par les banques commerciales sont nécessaires pour diminuer le risque de gestion de portefeuille des banques et pour ne pas tomber dans des crises, bien évidemment, financières. En ce qui concerne rien que pour rappeler la crise financière de subprime de 2008. Donc, le comité européen, qu'on s'appelle le comité de Bâle, a mis en place beaucoup des accords qu'on s'appelle les accords de Bâle pour gérer le risque des entreprises et gérer bien évidemment les créances douteuses. Donc, il y avait le Bâle 1 qui a été mis en œuvre en 2004 et qui a été remplacé par donc le ratio qu'on s'appelle le ratio Cook ou le ratio de solvabilité qui a été remplacé par un accord de Bâle en 2006 et au pire depuis 2010 le comité de Bâle a mis en œuvre le 3e accord de Bâle, qu'on appelle Bâle 3 pour gérer les risques bancaires face aux grandes banques internationales. Donc merci cher professeur, merci cher invité. Pour ouvrir un débat, j'ai reçu beaucoup de questions, mais j'ai choisi les plus pertinentes. Donc pour monsieur Rachid Tatouti, vous notez s'il vous plaît. Donc, pour M. Rachid Tatouti, est-ce que l'avenir des entreprises marocaines est entre les mains des bailleurs de fonds nationaux et internationaux? D'accord, vous avez noté, M. Tatouti? C'est bon? Je répète. C'est moi qui ai posé la question. C'est vous qui avez posé la question. Mais c'est une question, qui va revenir à vous. C'est à vous à répondre. Alors, pour M. Driss Mafaman, peut-on parler de la montée de certaines formes de protectionnisme ou un protectionnisme éducateur particulièrement pour les pays en voie de développement après Covid-19? Et la deuxième question, vous avez noté, M. Mafaman? Vous avez noté? La deuxième question. Oui, c'est bon. Et vous avez une deuxième question. La baisse du taux directeur est-elle suffisante pour relancer le tissu productif?
la baisse de taux directeur par la Banque centrale, est-ce qu'elle est suffisante pour relancer le tissu productif? C'est bon, Monsieur Mafaman? Oui, c'est bon. Donc, Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je note. Pour Monsieur Bousdra, vous notez, Monsieur Fawzi, comment le système bancaire marocain pourrait-il impliquer dans le financement, particulièrement le financement des projets jeunes entrepreneurs? Ça veut dire dans les politiques publiques menées par l'État pour financer les projets jeunes promoteurs. D'accord? L'implication du système bancaire marocain ou des banques commerciales marocaines. Une deuxième question, M. Fazli. Vous avez noté la première question? Une deuxième question. Vu les mesures prudentielles très strictes appliquées par les banques marocaines, comment ces dernières pourraient encourager l'investissement après Covid-19? On a déjà parlé sur les mesures prudentielles, donc comme étant des instruments de la politique monétaire appliqués par la Banque centrale et puis appliqués par les banques commerciales. Comment les mesures prudentielles très strictes appliquées par les banques marocaines, avec ces mesures prudentielles, comment ces dernières pourraient encourager l'investissement après Covid-19? Et rappelons que le PNB ou le produit net bancaire réalisé par les banques marocaines est plus important que le produit net bancaire réalisé par les banques implantées dans les grandes puissances économiques internationales. Merci à vous. Donc, je vais commencer par M. Tatouti. Donc, merci M. Adil Jouali pour cette question pertinente. Donc, je crois que c'est vrai, notre avenir, il est entre les mains des bailleurs de fonds, surtout les bailleurs de fonds internationaux. Pourquoi? Pour la simple raison que nous sommes tous dans le même bateau. Donc, il faut se désengager de ce contexte d'aiguisme. Il faut se précipiter à accorder des dons, des prêts, et comme j'ai dit, des prêts des fois non remboursables. Donc, il faut non seulement annuler la dette ou d'une partie importante du pays en voie de développement, mais il faut aller loin, c'est le moment au pas pour soutenir les économies des pays des tiers-mondes. Donc, comme j'ai dit, ça sera une piste, une grande partie de ce pourra être le plan de relance de notre économie et de nos entreprises marocaines. Merci, M. Adi. Merci. À vous la parole, M. Driss Mafaman. Oui, merci. Oui, merci, chers collègues. Donc, oui. Alors, concernant la première question, le fait donc de la montée de certaines formes de protectionnisme, bien sûr, comme j'ai dit, donc après donc l'abolition, donc l'ouverture des frontières, on peut attendre à une montée donc de certaines formes, notamment, je parle, malgré que les pays sont signataires et donc font partie de l'Organisation mondiale du commerce, alors qui impose le libre-échange. Mais on peut opter pour certaines formes et qui ne sont pas explicites. Par exemple, certaines formes d'hygiène, donc sanitaire, surtout à l'après-Covid. Donc, on va chercher à être exigeant pour montrer, bien sûr, qu'on est pour le libre-échange, mais on va chercher donc indirectement de décourager les produits afin d'encourager la production locale. Parce que donc, les pays vont chercher à encourager plus leur production domestique. Donc, c'est une hypothèse aussi dont on peut... pour les pays en voie de développement, on peut accepter dans certaines mesures donc, le fait d'opter pour un protectionnisme éducateur. Selon Frédéric List, qui a déjà parlé de ça, comme quoi lorsqu'une industrie il est dans la naissance, il faut l'encourager. Par exemple, certaines industries, mais c'est pas protectionnisme signifie pas comme j'ai dit, ni temporaire, qu'on va opter pour la fermeture ou bien l'isolement. C'est-à-dire on va continuer à être ouvert, mais avec, comme j'ai dit, cherchons à adopter pour certaines industries, je dis bien, qui sont dans la naissance, qui ne sont pas encore mûres, on peut les protéger.
Alors, voilà donc pour la première donc, question. Donc, c'est un protectionnisme éducateur dont déjà parlait Frédéric List. Concernant la baisse du taux directeur, j'ai déjà répondu à ça dans la mesure que, malgré que la Banque centrale, d'ailleurs, même la crise 2008, on a dit ben, comme quoi la Banque centrale était très réticente. Il a joué plus sur la réserve obligatoire, mais il n'a pas touché le taux directeur. Ça fait que ces 3 dernières années qu'il a commencé à baisser son taux directeur, qui est passé, il était à 3,25, après à 2,75, après 2,5, ainsi de suite, dernièrement à 2%. Donc la baisse du taux directeur, certes, mais il ne pourrait pas avoir l'impact voulu si, par exemple, les entreprises ne sont pas productives, s'il n'y a pas, comme j'ai dit, des idées innovatrices, si, par exemple, le système bancaire n'a pas accompagné, parce que donc on peut avoir, vous savez bien, le système bancaire est formé d'un lobby, etc. Parfois, malgré que dès que la baisse du taux directeur, ou là, s'il n'y a pas aussi une demande de crédit, s'il n'y a pas une demande de crédit, malgré que la Banque centrale a baissé, d'ailleurs, c'est le cas, comme j'ai dit, lors de 2008, 2009, 2010, la BCE, la Fed, qui ont même avaient un taux qui est proche de zéro, un taux directeur proche de zéro. Donc, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, un dosage entre la politique monétaire et la politique budgétaire. On peut opter aussi par des mesures non conventionnelles, sortir de ce qui est classique. Par exemple, le quantitative easing. Donc, là, on peut s'orienter vers d'autres, comme j'ai dit, instruments, d'autres actions, à part ces mesures qui sont, comme j'ai dit, donc traditionnelles. Voilà donc, comme j'ai dit, donc comme quoi il faut faire un dosage entre les deux politiques pour réaliser donc l'objectif donc de la relance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Mafaman, pour vos réponses pertinentes. Donc, je cède la parole à Monsieur Fawzi Bousdra. À vous la parole, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est très simple. Il y a la très petite entreprise en général et les jeunes promoteurs en particulier j'allais dire, sont gâtés, en toute honnêteté. Le problème qui se pose, ce n'est pas au niveau des mesures, ce n'est pas au niveau des produits qui sont mis à la disposition des jeunes promoteurs. Je pense que professeur Rachid, il est mieux placé que moi pour parler sur ce sujet. C'est que nos jeunes entrepreneurs, et tout le monde sait qu'au niveau des facultés, notamment les facultés des sciences juridiques, économiques, sociales, on essaie d'inculquer à nos étudiants des valeurs et une philosophie de l'entrepreneuriat. Et j'allais dire, c'est quelque chose que tout le monde y contribue, mais ce n'est pas un problème de financement, pour être sincère. Alors, juste un petit rappel. Au niveau macroéconomique, ça a été dit toujours par Seba Faman. Il y a eu les projets, j'en ai parlé tout à l'heure, les projets Intela. Donc, finalement, c'est un très bon projet. Certes, il a été mis en place juste avant la crise sanitaire, c'était en février, mais il est toujours valable. Ce n'est pas parce qu'il y a crise qu'on va le modifier. Il est déjà excellent sur le plan. Et tout le monde se rappelle de crédit jeunes promoteurs. C'était un désastre. Et c'était une catastrophe. Et tout le monde se rappelle de ces jeunes entrepreneurs qui se mettaient devant le Parlement parce qu'ils avaient du mal à rembourser. Déjà, ils avaient un problème d'accompagnement. Donc là, au niveau de ce projet Intela, c'est différent. Il y a un accompagnement, les taux d'intérêt sont très bas et le décaissement se fait en tranches suite à la présentation de justificatifs. Une fois jeune entrepreneur présente donc un justificatif de dépense, là immédiatement il y a un décaissement. Donc ça veut dire qu'il y a un suivi en termes de financement, mais aussi d'accompagnement, j'allais dire même psychologique, hein, croyez-moi. Beaucoup d'efforts sont déployés dans ce sens-là pour accompagner, pour que le jeune promoteur se sent un petit peu, se met en confiance parce qu'il ne s'agit pas d'un argent de poche, mais il s'agit d'un budget d'une entreprise et on ne badine pas avec l'argent, j'allais dire, et de la garantie de l'État. D'autre part, toujours au niveau de
réserve. Vous avez parlé d'instruments de politique monétaire. Juste une information, c'est que la réserve obligatoire est passée de 2,5 à 2. 2%, c'est incroyable. Ça veut dire une réserve qui est utilisée le 21 de chaque mois. 2%, c'est rien du tout. Alors qu'on se rappelle, il y a quelques années, c'était 16, voire même plus. Donc, c'est un engagement de l'État qui est là pour stimuler, encourager, pour demander aux banques d'utiliser une manne qui existe déjà chez elles. Et puis, pour vous dire, la réserve obligatoire, déjà le mot obligatoire, et en France, il est de 0%, donc il n'est plus obligatoire. Ça veut dire que les banques peuvent utiliser cette manne pour pouvoir financer une économie à 0% de coût. Et ça, c'est fondamental. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Peut-être que je vais répondre à d'autres questions. À vous la parole. Bien sûr, M. Fawzi, vous avez répondu à toutes les questions avec des réponses très pertinentes. Merci beaucoup. Donc, ce que je voudrais dire en ce qui concerne le point que vous avez soulevé, M. Mafaman, sur l'État ou l'État-providence, donc le type de l'État que tout un système ou tout un pays pourrait avoir. Donc, l'État-providence dans la gestion des crises, c'est un État qui est très intéressant, mais aussi il doit être un État responsabilisant, un État facilitateur, un État promoteur de l'économie et promoteur de tissus productifs. Et aussi un État social, parce que le glissement d'un État providence à un État social, c'est très intéressant, c'est très important pour la gestion des crises, particulièrement la gestion de la crise de Covid-19. J'ai entre les mains quelques chiffres du rapport publié dernièrement par le HCP, le Haut Commissariat au Plan. Donc, un ménage sur 5 a reçu une aide de l'État. D'accord. Et les aides directives ont profité à 20% des ménages marocains. C'est ce que ressort de la récente enquête de l'impact publiée par le Haut Commissariat au Plan. Dans le délai, 49% des ménages affirment qu'au moins un de leurs membres actifs occupés a été contraint d'arrêter son activité. 40% d'entre eux ont reçu une aide de l'État ou de la part de l'employeur. Par province, de l'aide, 31% des transferts reçus proviennent de l'État à travers le programme d'aide aux salariés formels CNSS, et 34% en milieu urbain et 16% en milieu rural. Donc, les rapports publiés par le HCP ou par toute instance économique, que ce soit nationale ou internationale, prouvent que le rôle de l'État dans la gestion de crise est très indispensable et très intéressant et qui contribue aussi au développement de la relance économique après la crise. Et puis, vous avez souligné, M. Mafaman, la diversification de partenariats en ce qui concerne le partenariat, les accords de libre-échange conclus déjà par le Maroc. Vous savez que le Maroc, au niveau du commerce extérieur, au niveau du commerce international, il a conclu beaucoup d'accords. L'accord le plus important, c'est l'accord avec l'Union européenne qui a été signé en 1996 et qui a été entré en vigueur en 2000, avec la mise en œuvre d'un statut avancé en 2010, l'Union européenne devient le premier fournisseur, le premier client du Maroc, avec un taux de 57% d'approvisionnement en produits finis, aussi en matière de consommation intermédiaire qui est utilisée dans le processus de production. Donc, aujourd'hui, l'Union européenne inonde dans la récession. Aujourd'hui, l'Union européenne est frappée de plein fouet de cette crise pandémique et de cette crise pandémique. Donc, la question, est-ce que toujours le Maroc va être dépendant, fortement dépendant de cette Union européenne? Certainement, après le Covid-19, dans le sens, dans le cadre, dans le plan de commerce international, il doit diversifier son partenariat. Il doit davantage diversifier le processus de son intégration économique régionale. Et le choix africain, ça sera un terrain fertile et un terrain propice pour le climat
des affaires. Et puis, l'objectif est de faire redémarrer la consommation et booster l'investissement domestique à court terme pour pouvoir créer de l'emploi. La crise ayant un grand effet sur l'envolée du chômage aussi, parce qu'il faut s'attendre qu'on va dépasser le 12,5% en 2020. Et puis, il faut renforcer ce qu'on appelle le Made in Morocco. Le Made in Morocco. Par la force des choses, le Made in Morocco est érigé actuellement au niveau de priorité nationale. L'ASMEX travaille sur un projet pour donner à la marque Made in Morocco une couverture territoriale mondiale qui manque aux produits locaux. Donc, il faut développer aussi ce qu'on appelle les Made in Morocco, déjà prouvé dans cette conjoncture de crise pandémique qu'il y a. Donc, pour finir, je vais céder la parole à Monsieur le doyen pour donner un mot de clôture, si vous voulez, Monsieur le doyen. Vous aurez le plaisir. Si vous permettez, c'est Adil. Oui. Si vous permettez, c'est Adil. Il y a une question d'un collègue sur la page Facebook. Si vous permettez, la dernière question d'un collègue. D'accord, oui, je le permets. Est-ce que je pourrais… Oui, je le permets. Alors, un collègue… oui, il y a une question très importante de notre cher collègue Yassine Boudi. Donc, il dit que est-ce que le Maroc devrait-il revoir ses accords de libre-échange après la crise, au moment où le Maroc a commencé à développer une nouvelle industrie des produits médicaux, bavettes, à des appareils de respirateurs. Alors, j'ai déjà répondu à cette question, chers collègues, et déjà, donc, c'est Adil, il a aussi répondu en partie à cette question, comme quoi, on a déjà dit, comme quoi, le Maroc, effectivement, doit revoir ses accords de libre-échange. C'est un moment où le Maroc peut profiter de cette opportunité pour encourager ses produits, comme l'a dit donc notre cher collègue Adil, donc le Made in Morocco. Et ça veut dire qu'il faut encourager davantage les produits locaux et pour revoir en même temps, comme j'ai déjà dit, donc ces accords de libre-échange, puisqu'ils ne sont pas profitables pour le Maroc. Merci encore une autre fois. Et désolé pour l'interruption, monsieur le doyen. Merci. Merci, Monsieur Mafamal. Malheureusement, on a dans le programme la participation de nos chers amis, Monsieur le délégué Ahmed Stradi, mais vu ses engagements administratifs et ses responsabilités, il n'a pas pu de nous rejoindre. Donc, il y a une place de cette intervention, mais on est obligé de finir notre soirée, notre débat. Donc, c'est à vous la parole, Monsieur le doyen, pour nous donner un mot de clôture. Merci. Merci, c'est Adil. Juste pour compléter la conclusion que vous avez faite à propos de ce webinaire, c'est qu'il fallait également, et puisque nous sommes, c'est-à-dire le Maroc est en train de revoir son mode de développement, il faudrait également donner beaucoup d'importance à la sécurité alimentaire, à l'autosatisfaction, à la sécurité sanitaire, mais également à l'amélioration du pouvoir d'achat, à l'emploi. Il faut également donner beaucoup d'importance à l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture n'est pas tellement affectée négativement par cette pandémie, mais il est malheureusement affecté par le climat, par la sécheresse. Nous sommes la deuxième année successive que l'agriculture malheureusement souffre de la sécheresse et souffre de la rareté de l'eau également. Donc le gouvernement, donc l'État également doit penser davantage à sauver ce secteur primordial pour l'économie marocaine. Une autre fois, je remercie les organisateurs pour le choix des sujets, et également j'adresse mes vifs remerciements à messieurs les intervenants pour la qualité de leurs exposés.
qui ont mis en lumière les différentes mesures qui peuvent permettre aux entreprises en difficulté. Et nous savons les chiffres publiés par le Haut Commissariat au plan sont très clairs là-dessus. Ce sont des chiffres alarmants. Donc, il faut aider les entreprises à renforcer leur résilience et à honorer leurs engagements envers leurs partenaires et envers les tiers en général. Ces exposés ont également mis en lumière les différentes mesures que l'État marocain c'est-à-dire les différentes mesures qui ont été prises par l'État marocain, aussi bien au niveau fiscal, au niveau financier, au niveau CNSS, au niveau social en général. Donc, juste pour, c'est-à-dire à titre de rappel, c'est vrai que les différentes ou bien les différents exposés ont également fait un rappel aux différentes lignes et aux différentes aides qui ont été débloquées par des institutions étrangères telles que l'Union européenne, le FMI ou la Banque européenne d'investissement. Juste pour un rappel, il y a également une ligne ou bien un prêt accordé par la BERD, la Banque européenne de la reconstruction et le développement, une ligne d'un montant de presque de 145, je crois, de 145 millions d'euros. Et le Maroc, d'ailleurs, était le premier pays à bénéficier de ce prêt qui a été accordé dans le cadre d'un programme de résilience de la BERD. Donc, une autre fois, donc, je vous remercie, messieurs les intervenants, je vous remercie, messieurs les organisateurs, et à la prochaine. Merci, monsieur le doyen, mais je crois que monsieur Cherradi, Ahmed Cherradi, il va nous rejoindre. Monsieur Rachid, le micro, activez le micro. Il a un problème de connexion, monsieur Cherradi. Peut-être qu'il va nous rejoindre. Je vais essayer encore une fois. D'accord. En attendant, j'aimerais dire un petit mot, s'il vous plaît. Oui. Oui. Merci, monsieur le Président. Non, je voulais juste dire une chose, c'est que certes, nous sommes en pleine crise. Mon message, il est beaucoup plus adressé à nos étudiants, qu'ils soient d'Agadir ou d'ailleurs. Donc, puisque nous sommes en face de nos étudiants d'Agadir, ne baissez jamais les bras. Hein. Il y a une crise, certes. Vous avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure, avec, je l'ai évoqué également, de consommer marocain, donc Made in Morocco, mais également, vous pouvez créer votre entreprise. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez tout, j'allais dire, toute l'aide et toutes les mesures sont de votre côté. Vous pouvez créer votre entreprise. Les professeurs sont là, les organismes ou les établissements publics sont là pour vous épauler, pour vous aider. Ne baissez pas les bras, ne vous avouez jamais vaincu. L'avenir est les meilleurs. C'est une crise. Il y a eu des crises. Si vous analysez un peu l'histoire, il y a eu toujours des crises. Crise économique, crise pandémique, crise de santé, il y avait la peste, il y avait toutes les crises, il y avait la rage, il y avait… L'humanité, c'est comme ça, c'est cyclique. Il y a des hauts et des bas. Donc, Inch'Allah, بعد العسر يسرا. نتمنى الخير للجميع وشكرا على الاستضافة وشكرا على هذه المجهودات هذه. تحياتي لكم سيد العميد، تحياتي لكم سيد الرئيس، تحياتي لكم جميعا. Merci, monsieur Fawzi. Alors, monsieur Cherradi, je suis… Donc, je crois, monsieur Adil, on arrête là. On arrête là, on oui. n'a pas pu nous rejoindre. Voilà.
Malheureusement, on aimerait bien avoir une intervention d'un professionnel. Monsieur Chaladi, c'est un délégué du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie Il est là, verte et je pense numérique. qu'il est là. Il est là. Oui, Non, non, non. mais Il a il a toujours un problème de connexion, je crois. Parce que La prochaine fois, Donc, c'est Adil. La prochaine fois. la prochaine fois. Vous Merci continuez. merci La beaucoup. prochaine fois, ce sera en présentiel. On va venir à Agadir, à Aït-Meloul. Inch'Allah. C'est avec plaisir, Monsieur Fauzi. Agadir, Inch'Allah. Agadir ou Filla.